Interactualité Magazine. Interactualité Magazine, actualité, perspective et fantaisie chaque dimanche sur Radio Haïti. Soir. À notre sommaire aujourd'hui, une analyse de la situation, conjoncture et structure. Et en deuxième partie, le docteur José Francisco Peña Gómez, de passage à Port-au-Prince, accompagné du docteur Hugo Tolentino, délégation du Parti révolutionnaire dominicain représentant la République dominicaine au congrès du Parti national populaire PNP à Montego Bay en Jamaïque, accorde une interview à Radio Haïti. Conjoncture et structure. L'analyse politique devient de plus en plus difficile à mesure que se révèlent d'une part les nuances des courants divers et contradictoires qui traversent et parfois déchirent le pouvoir, et d'autre part que se décantent les différences de pulsions et de motivations constituant les strates de l'opposition ou de la dissidence. Le journaliste indépendant et la presse démocratique sont appelés à une évaluation aujourd'hui plus subtile qui tient forcément compte des événements lesquels font la une des journaux non alignés et qui mettent face à face une conjoncture complexe et envenimée à des structures poussiéreuses mais obstinées. La presse démocratique tient aussi compte de faits qui semblent divers et sans importance apparente, mais qui illustrent beaucoup plus que les gros titres les tendances générales d'une situation peut-être dangereusement embrouillée. Prenons pour commencer les gros titres. Une agitation ouvrière dans le nouveau secteur industriel inquiète les possédants et alarme le pouvoir. On croyait ces deux secteurs, possédants et pouvoir, soudés irrémédiablement depuis l'an dernier, depuis la rencontre d'El Rancho et la promesse présidentielle du 22 septembre 1979 de faire des miliciens les poteaux mitants du pouvoir économique. On le croyait. L'annonce de la formation des syndicats, la semaine dernière, avait coïncidé avec un espoir pour les possédants ou une angoisse pour les démunis, que l'un aiderait l'autre à mater cette fronde naissante. Le communiqué du ministre du Travail, les premières révocations de nouveaux leaders ouvriers dans les entreprises, l'intervention musclée des forces répressives, tout cela autorisait les espoirs les plus irréfléchis des nantis. Mais voilà que divers éléments survenus cette semaine nous prouvent qu'il existe une seconde réflexion en haut lieu. Les brigades de la préfecture ont reçu l'ordre présidentiel de ne plus intervenir sur les lieux de travail industriels. Un déploiement de forces policières et militaires attendu aux entreprises Berman a été décommandé in extremis. Le ministre des Affaires sociales intervient avec discrétion, mais avec efficacité, non pour mater la fronde, mais pour la canaliser vers une action plus rationnelle, moins envenimée. Dialogue, litige soumis au tribunal du travail, conciliation, arbitrage, etc. Dans les milieux patronaux, une rumeur inquiète et paniquée court l'avenue Haïlé Sélassié. Nous sommes trahis, on nous abandonne. En fait, envisagée plus lucidement, cette seconde réflexion du pouvoir protège plus valablement les intérêts à court, à moyen et long terme de l'investissement privé, car on comprend qu'il faut éviter le pire. En haut lieu, on se rend compte, sereinement, qu'en Haïti, la révolution économique ne saurait être réalisée avec l'aide du gros bâton. Nous ne sommes plus au temps du roi Henri-Christophe, et on ne taquine pas impunément les moustaches ou la queue du tigre populaire. Celui-ci n'est pas un tigre de papier. Et il manifeste dans sa lutte
une sagesse égale, si ce n'est supérieure, à l'autre sagesse que l'on perçoit depuis quelques jours. Les ouvriers veulent dialoguer. Ils reprennent le travail. Ils mettent fin à un arrêt de quelques heures. Les révocations qu'ils jugent certes abusives ne sont pas des brandons de discorde ou de désordre. Plutôt, ils se préparent à les soumettre à l'arbitrage juridique. Et surtout, vous avez bien entendu cette semaine, vous l'avez entendu vous-même, la voix de cette ouvrière clamant la volonté de ses camarades de coopérer à la production et à la paix sociale. Ces voix seront-elles entendues dans les bureaux climatisés de l'avenue Haïlé Sélassié ou dans les villas de Musso ou de Fermat? De notre côté, le temps n'est-il pas venu que se fassent aussi entendre publiquement aujourd'hui les voix directoriales dont résonnent ces bureaux climatisés et qui, elles aussi, ont leur mot à dire dans ces affrontements, pour que s'installe, enfin sur la voie publique, un dialogue fructueux, dynamique, entre les deux secteurs essentiels à la production industrielle. D'un côté les ouvriers, de l'autre les patrons. Qu'ils s'expriment. Les éléments les plus progressistes de ce secteur impresarial sont pour le moment paralysés, peut-être réduits au silence, par une infime minorité de jusqu'au-boutistes à mentalité coloniale, imperméables au vrai progrès et n'ayant en réalité aucune motivation nationale. Il faudrait que les progressistes, que les hommes raisonnables, comprennent les dangers que font courir à l'ordre et au développement économique de pareils réactionnaires, vestiges de structures poussiéreuses, vestiges d'une mentalité surannée. Car cette sagesse ponctuelle, réciproque, quoique hésitante pour le moment, du grand pouvoir politique et des minuscules pouvoirs ouvriers, ne résout pas tous les problèmes de l'actualité, n'exorcise pas, tant s'en faut, tous les démons qui, s'ils étaient lâchés, pourraient tout compromettre, tout, c'est-à-dire compromettre tout notre avenir à tous. À l'autre bout du pays, au Cap, pour être plus précis, 2 interventions officielles, l'une civile, l'autre militaire, font dresser l'oreille aux gens de bien. Les communiqués du préfet et du chef de la police du Cap haïtien sont-ils annonciateurs d'une répression générale qui attend son heure depuis 3 ans que la capitale du royaume christophien manifeste d'une façon ou d'une autre sa grogne, sa hargne, son refus d'être marginalisé par le régime? L'on soupçonnait que cette répression en était à guetter le moment propice pour foncer. Juge-t-elle propice le moment présent? D'un bout à l'autre du territoire, la même question n'est-elle pas aussi valable que nous posions dimanche dernier? Est-il utile à tous, est-il utile au pouvoir de taquiner la queue du tigre? Pour ce qui est du Cap, et peut-être bientôt d'autres villes de la République, le moment n'est-il pas venu, au contraire, d'envisager une stratégie différente de celle qui a été appliquée jusqu'ici et qui consistait à répondre au coup par coup à tous les événements irritants? On affrontait la conjoncture en colmatant tant bien que mal les brèches, sans réellement envisager avec courage de toucher aux structures. Et on laisse aller les choses qui s'enveniment au fil des jours. Aujourd'hui, on veut frapper un grand coup, mais a-t-on fait tout ce qu'il fallait hier? De grands barons chuchotent pour se justifier, et je cite, « Mais nul ne sait ce que veulent les Capois. Ils n'ont pas de leader avec qui dialoguer. » S'ils n'ont pas de leader avec qui dialoguer, la faute à qui? À vous, messieurs, qui depuis plus de 20 ans, et particulièrement depuis 7 ans, avez réagi sans discernement devant les leaders qui émergeaient ou devant les interlocuteurs qui se proposaient. Il y avait, selon vous, 2 méthodes dans des cas pareils. D'une part, la répression, d'autre part, la corruption.
La répression, vous l'avez appliquée impitoyablement. 60 000 victimes ont été pour le moment dénombrées et ont fait la lugubre expérience dans certaines casernes et certains sous-sols de vos châteaux. La phase explosive de ce que l'on a appelé, en claironnant, la révolution politique, comme on peut nommer cette saison en enfer qu'a vécu notre pays, cette phase explosive a touché tous les secteurs, et même elle a touché vos propres amis, elle a frappé dans vos rangs. À quoi cela a-t-il servi? Si l'on doit indéfiniment recommencer. Recommencer? On a tenté à nouveau de le faire l'an dernier, et les victimes à nouveau se sont accumulées. À quoi cela a-t-il servi? Comme nous l'avons déjà dit à ce micro, quelque chose ou quelqu'un là-haut freinait autant que faire se pouvait à l'époque. De même que depuis quelques années, un frein a ralenti le terrorisme officiel et mis une sourdine aux explosions de la phase sanglante à laquelle nous avons fait allusion tout à l'heure. Il faut encourager ce frein. Il faut encourager cette seconde réflexion plus sereine, plus lucide et plus sage. L'an dernier, quoique freinée, la répression a encore frappé de plein fouet, alors que depuis quelque temps elle se faisait à nouveau les dents un peu partout, comme à la sauvette. Rappelez-vous l'affaire de Bolos, au cours de l'été 78. Quels ont été les résultats généraux de ce regain? Le régime Duvalier n'a-t-il pas encore payé le prix de ce regain, de cette répression? Et sur le plan international, la flétrissure de l'image ne se ressent-elle pas encore aujourd'hui? Si l'on juge par cette campagne de presse étrangère que l'on veut soigneusement nous cacher, et même que l'on tente de déformer à notre intention. Je me réfère à une émission de la télévision nationale d'Haïti, un reportage de Franz Lubin, correspondant de cette télévision à Washington, qui citait un article du Wall Street Journal du 15 août, qui citait en déformant cet article. Je ne crois pas qu'il soit réellement utile ainsi de cacher la vérité. L'échec relatif de la commission mixte de la semaine dernière, dont nous avons parlé à Interactualité, n'est-il pas en grande partie lié aux effets néfastes de cette panique sanglante de l'année 79? Allons-nous alors recommencer? Des signes annonciateurs nous alertent. Les partisans d'un leader des quartiers populaires seraient à nouveau pourchassés et maltraités. Il s'en est plaint publiquement. Alors, ces mesures qui s'annoncent au Cap haïtien sont-elles annonciatrices de mesures plus générales au niveau du pays tout entier? Mais la répression, en tant que telle, avec son visage ancien, a été, nous le savons, freinée, ralentie, et même par moments, Dieu merci, paralysée. Lorsque la répression s'avère trop dangereuse ou inefficace, alors on essaie la corruption. La tendance est de mettre sur pérolle tout individu qui tente de dire, même très timidement, autre chose que le discours officiel, que le discours de la démagogie. La tendance est alors de le caponner d'abord, puis de le cajoler. On le chouchoute et arrive directement ou indirectement l'offre d'argent. Cela a été, disons-le tout net, très longtemps efficace. Et puis, depuis quelque temps, certains, malgré des compromissions anciennes, réelles ou imaginaires, faisant fi du scandale qui pourrait éclabousser, certains recommencent à élever une voix contestataire. Certains recommencent à vouloir dire une autre vérité. Il semble que là aussi les méthodes surannées vieillissent
et que les armes de la corruption s'émoussent. Ne faudrait-il pas alors penser à d'autres méthodes? Quoi qu'il en soit, comment s'étonner alors que le peuple, dans une région ou dans une autre, que les citoyens, dans un secteur ou dans un autre, se gardent prudemment de laisser émerger un porte-parole ou d'individualiser leur grogne ou leur contestation? Comment s'étonner alors qu'il n'y ait pas de leader avec qui dialoguer? Il est normal qu'il n'y en ait pas après une situation pareille. Et voilà pourquoi le Nord est sans leader connu. Et voilà pourquoi le dialogue est difficile et presque impossible. Alors la tentation est forte de revenir à la répression collective, aux risques et périls de toute une collectivité, de tout un pays, et disons le mot, aux risques et périls d'une indépendance nationale de plus en plus menacée par le chaos qui pourrait résulter de ces actes irréfléchis. Il y aurait peut-être une autre voie possible, celle du dialogue avec l'autre, celle de l'identification de l'autre dans le respect de l'autre et dans la possibilité pour l'autre d'émerger et de dire cette vérité que l'on refuse d'entendre. Mais il est important pour finir cette analyse de bien reprendre calmement, de bien reprendre sereinement cette maxime. Il est irritant, il est douloureux, il est surtout très dangereux de taquiner la queue du tigre populaire. Le peuple a fâché, il va pardonner, il va faire rien, n'a pas mettre. Ça ne prend, c'est pas nous. Gardez-nous, mes amis, ça y est, comprend. En nous demande, ça y est, comprend. Gardez-nous, mes amis, ça y est, comprend. Yo comprend, yo café haïtien, tourner zombie. Yo comprend, c'est tout dans la vérité, moi, nos zombies. Yo oublié, ça y est, t'es pas déjà. Les bagailles, la fête, puis captant des souffles qu'on a. Mandé français, mandé américain, le peuple a fâché, il va pardonner, il va faire rien, n'a pas mettre. Ça ne prend, c'est pas nous. Haïtiens sont des peuples qui sont patients, avec patience la poitrine fourmille. Haïtiens sont des peuples qui ont patience, les capables de comprendre avant lever camper, mais de lever camper à tout la tête tremblée. Yo oublié, quel autre qui essayait, yo oublié Perrat avec Caco. Vois ça y a fauté ma couille, j'oublié. Américain, le peuple a fâché, il va faire rien, ça va mettre. Ça ne prend, c'est pas nous. Ça ne prend, c'est pas nous. Ça ne prend, c'est pas nous. La semaine a aussi été marquée par la publication dans le quotidien Le Matin d'une traduction d'une série d'articles de quotidien de Santo Domingo relatifs à une question très douloureuse, très dangereuse qui actuellement divise la classe politique dominicaine. Il s'agit de savoir si effectivement les Haïtiens illégaux vivant en République dominicaine, braceros et autres, auraient été inscrits sur les listes électorales de la junte centrale dominicaine et auraient été l'objet de mesures de naturalisation de la part du gouvernement d'Antonio Guzman.
Nous savons, et le matin nous a abondamment renseigné sur la question, nous savons que le docteur Joaquim Balaguer, leader de l'opposition réformiste à l'actuel gouvernement Guzmán, a dénoncé ce qu'il appelle une dangereuse atteinte à la souveraineté nationale dominicaine et à l'identité dominicaine. La controverse était ouverte en République dominicaine et l'on se demandait de ce côté-ci de la frontière si le gouvernement Guzmán ne tentait pas effectivement, à travers cette loi de naturalisation des illégaux haïtiens, de récupérer ainsi une grande quantité d'individus qui seraient devenus des électeurs. Cette grande quantité d'individus, les 200 ou 300 000 haïtiens vivant en République dominicaine. Qu'en est-il de ce prétendu projet de loi qui aurait été soumis à la Chambre des députés et concernant une éventuelle naturalisation des Haïtiens vivant en République dominicaine? Nous avons profité du passage à Port-au-Prince pendant quelques heures du docteur José Francisco Peña Gómez, secrétaire général du Parti révolutionnaire dominicain, qui, accompagné du docteur Hugo Tolentino, ancien recteur de l'Université autonome de Santo Domingo, en route pour Montego Bay, en Jamaïque, où ils doivent représenter leur parti aux assises nationales du PNP, le parti de Manley. Nous avons profité de leur passage pour poser la question au docteur Peña Gómez et lui demander si, effectivement, il y avait une telle éventualité d'un projet de loi de naturalisation des illégaux haïtiens en République dominicaine. Il n'y a pas de telles lois, des projets de loi de naturalisation des travailleurs haïtiens en République dominicaine. Et ce problème a été évoqué comme une manœuvre pour essayer d'endommager les possibilités électorales du Parti révolutionnaire dominicain. Parce que vous savez que la question haïtienne a été constamment utilisée par les réactionnaires à la droite de la République dominicaine comme une arme politique contre les partis révolutionnaires dominicains. Et elle est actuellement utilisée. Et vous savez qu'à la Chambre des députés, les partis qui ont la haute main, c'est le Parti révolutionnaire dominicain. Et c'est pour cela qu'on a dit qu'il y a un projet de loi de naturalisation dans la Chambre des députés. Et ça, on a dit ça pour provoquer un sentiment de repulse, de rejet dans la population dominicaine contre les Haïtiens. Mais vous savez qu'il y a aussi un courant dans la République dominicaine très puissant des intellectuels, comme Hugo Tolentino par exemple, et comme la jeunesse dominicaine, comme les plus conscientes secteurs des masses du peuple dominicain, qui sont partisans de la fraternité entre nos deux peuples et qui rejettent cette provocation de la droite. Qui est aussi une forme de racisme. Et c'est aussi une forme de racisme parce que ce qu'ils veulent faire avec ça, c'est la chose suivante. Éveiller un faux sentiment national, c'est-à-dire acheminer les Dominicains, c'est ça, acheminer les Dominicains par une sorte de chauvinisme dominicain, haïtien, anti-haïtien, en disant il faut que les Dominicains sachent que les Haïtiens vont être bientôt tous des Dominicains, pour mettre les Dominicains contre les Haïtiens, l'un en face de l'autre, en voulant éveiller par ces orientations anti-haïtiennes un sentiment de cohésion nationale à l'intérieur du pays. Naturellement, il y a Peña Gómez, il y a les intellectuels du PRD, il y a les intellectuels des universités. Il y a beaucoup d'intellectuels à Saint-Domingue qui ne tombent pas dans les pièges. C'est-à-dire, on sait parfaitement à quoi ça doit ça. Et même dans les congrès aujourd'hui, dirigés, surtout la Chambre des députés dirigée par les PRD, les gens ne tombent pas dans les pièges. C'était mis en avant, c'était mis à courir, cette rumeur, par les balagueristes. Voilà. Et que les Dominicains veulent perdre cette identité nationale en se mélangeant des choses comme... C'est-à-dire, c'est les vieux préjudices contre les Haïtiens, racistes, qui veulent exploiter tout ça, encore une fois, pour tâcher de sortir en avantage de tout ça. Très bien. Mais vous savez, les partis révolutionnaires dominicains
quoique nous avons de bons rapports avec les amis haïtiens en République dominicaine, jamais nous avons utilisé les Haïtiens pour la politique dominicaine. Jamais. Jamais nous avons fait recours aux Haïtiens pour faire politique en République dominicaine. Le parti qui a fait cela a été le parti de Balaguer. Le parti de Balaguer a fait cela. Le parti de Balaguer a utilisé des Haïtiens arriérés, les Haïtiens avec moins de conscience politique pour les inscrire dans les listes de votants, Les listes électorales. Et nous avons des preuves de cela. En 66 d'ailleurs. Et d'une façon inattendue, Balaguer récemment a dit que nous avons utilisé la direction de la CEDI dans la République dominicaine, et ni les Haïtiens non plus dans la politique dominicaine, parce que nous avons une force populaire dominicaine suffisante pour gagner les prochaines élections, comme nous l'avons eu dans les dernières élections. Dominique, je vais ajouter quelque chose. Et je crois faire un appel, vraiment, à l'attention. Il faut faire attention, parce que le problème haïtien va être de plus en plus utilisé dans la politique dominicaine. Balaguer est un disciple de Trujillo. Et Balaguer sait très bien comment il peut manœuvrer avec ces problèmes haïtiens. Faisant croire que les pères est liés aux Haïtiens, faisant croire qu'il y a toute une politique anti-dominicaine en appuyant les Haïtiens. Et nous voulons, nous les perdre. Les perdre est un parti très clair. Pour nous, le peuple haïtien est un peuple frère, est un peuple avec une identité nationale. Les Dominicains, nous avons une autre identité nationale, mais nous sommes des peuples frères, comme nous sommes des peuples frères de tous les restes des peuples de l'Amérique latine et du monde. C'est-à-dire que pas pro-haïtien pour endommager les Dominicains, pas anti-haïtien pour endommager les peuples haïtiens. Nous sommes frères des Haïtiens comme nous sommes frères de tous les peuples de la Caraïbe. Alors, ces manœuvres qu'ils utilisent contre les perdés en disant que pro-haïtiens, tout ça c'est des manœuvres pour tâcher de les faire porter dommage aux perdés en disant que nous voulons créer des problèmes dans notre identité nationale, dans le problème de l'orientation nationale. C'est des manœuvres trujillistes, au fond. Trujillistes. On ne doit pas oublier non plus que Balaguer a été une sorte d'idéologue du trouillisme. Et un idéologue anti-haïtien. Il y a tous ces livres, ces œuvres écrites dans lesquelles... La Palabra Encadenada, il parle de la solution finale du problème haïtien en République dominicaine. Il y a une dernière chose que je dois dire, c'est que c'est les problèmes des coupeurs de canne à sucre. C'est un problème que nous devons résoudre. Les Dominicains ne coupent pas la canne à sucre, mais ils doivent couper la canne à sucre. Parce que c'est une accusation qui parcourt le monde. Qu'en République dominicaine, on exploite les Haïtiens. Et c'est vrai qu'on exploite les Haïtiens et les Dominicains aussi qui coupent la canne à sucre. Parce que les conditions de travail sont très mauvaises. Ce n'est pas un problème récent, c'est un problème historique, ancien. C'est un problème ancien que c'est très difficile de changer du jour au lendemain. Mais je pense que les Dominicains doivent couper la canne à sucre. Parce que l'entrée de contingents haïtiens en République dominicaine annuellement, c'est un problème d'irritation qui est utilisé par la droite, pas seulement contre le peuple haïtien, mais aussi contre les certains progressistes de la République dominicaine. Et c'est pour cela que nous commençons à travailler pour que les Dominicains coupent la canne à sucre. Parce que c'est un problème qui, tôt ou tard, sera la source d'un problème international entre nous, deux peuples, et exploité par la droite de mon pays. Contre la démocratie dominicaine. Contre la démocratie dominicaine. Je suis sûr. Et c'est pour cela que nous ferons une campagne pour que les Dominicains coupent la canne. Mais actuellement, Dr Peña-Gomez, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour les entreprises de sucre en République dominicaine
de moderniser le problème de la coupe de canne comme le font actuellement d'autres pays? Non, on a acquis des machines pour couper la canne à cycle. On a, c'est un essai. Expérimentation. Oui, on a commencé l'expérimentation. Mais ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Mais d'autre part, est-ce que avec la montée actuelle du sucre sur le marché mondial qui se confirme, est-ce que les marges de profit ne sont pas telles qu'il